Au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, au magazine Humura Burundi de ce samedi 18 juillet 2020 et passons immédiatement aux grandes lignes du magazine. Le prix du savon bleu introduit dans le cadre de lutte et prévention contre la Covid-19 reste fixé à 200 francs burundais dans différents coins du pays au moment où le gouvernement ordonne de vendre ce savon à 150 francs la pièce. Un réfugié burundais du Kandon Douta en Tanzanie est porté disparu depuis jeudi. Et dans le mini-magazine au cœur de la société, l'on parle de la vie des filles mères réfugiées au Kandon Mahama. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Fabrice Ndimulkundo assure la mise en onde et Mesteve Niungeko pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue, page sécuritaire d'abord. Mort obscure d'une sentinelle au chef-lieu de la province Bubanza. C'est un vieil homme âgé de 68 ans et répondant au nom de Nyanzira Louis. Ce vendredi matin, son corps se trouvait à son poste de tâche au quartier Kizungu. Les voisins du lieu de travail de feu Nyanzira Louis disent l'avoir entendu la nuit criant au secours vers 22h, mais personne n'est intervenu. Les circonstances de sa mort ne sont pas connues, mais la police dit avoir arrêté 3 personnes pour raison d'enquête. Dans une conférence de presse tenue ce vendredi par le porte-parole de la police, il a cité les noms des malfaiteurs arrêtés en commune Kayogoro, province Makamba. Ces malfaiteurs, selon la police, malmenés et dépouillés de leurs biens les Burundais rapatriés de la Tanzanie. Suivez à ce propos Pierre Moulikiye, porte-parole de la police. Mwijoro ryo kwitariki 15 zishira 16 ipolisi cy'u Burundi carafashe. Dans la nuit du 15 au 16, la police burundaise a arrêté sur les collines Mudatuugwa et Bigina dans la zone Bigina en province Makamba des malfaiteurs qui pillent les biens des Burundais qui rentrent de la Tanzanie. Certains gens auraient même été tués par ces malfaiteurs. Ils sont au nombre de 12. Il s'agit de Paul Gwadjekera, chef de zone Bigina en commune Kayogoro, Nakirutimana Leonidas, chef collinaire de Mudatuugwa, Daïdé Lamek, chef collinaire Bigina, Jean Berkimans Nyonzima alias Noir, qui se munissait de machette, Alexis Arakadza, qui fut motard, mais pour le moment en possession d'un véhicule sur lequel est mentionné Merci Corona. L'autre s'appelle Zebedé, accusé d'avoir tué un certain Massafouria quand il se disputait sur le butin. Il y a aussi Jean Bosco Haragirimana, Rui Barutwanayo, Prosper Gakiza et Gilbert Nyonzima. Les premières enquêtes de la police démontrent que ces gens sont des malfaiteurs qui dépouillent les biens des personnes rapatriées. Kimaze kubona yuko aba bantu arabambuzi koko bambura abarundi bariko barahunguka. Les gouverneurs et la police vont collaborer pour faire respecter le prix du savon bleu dans le cadre de lutte contre la pandémie de Covid-19. C'est le porte-parole de la police qui l'a déclaré ce vendredi dans cette même conférence de presse. Pierre Moulikiye indique que le prix du savon ne doit pas dépasser 150 francs burundais. Encore une fois, Pierre Moulikiye. Nyakubahwa umushikiranganji w'umutekano nkuko yaraye abishikirije abakozi. Dans la réunion tenue ce jeudi, le ministre de la Sécurité l'a souligné aux employés du dit ministère et dans sa correspondance adressée au gouverneur ce vendredi, il a demandé au gouverneur et aux policiers de respecter le prix du savon dit savon bururu. Le prix de ce savon est fixé à 150 francs bourg. Les fabricants de ce savon ont bien détaillé son prix. Ils ont dit qu'à l'entreprise, un carton qui contient 48 pièces s'achète à 5450 francs bourg. Et le prix de vente pour les grossistes est fixé à 5750 francs bourg pour la première catégorie, à 6050 pour la seconde catégorie. À ceux qui vendent ces savons auprès de la population, le prix est fixé à 7200 francs. Ce qui laisse entendre que si on divise son montant par 48 que contient le carton, un savon coûte 150 francs bourg.
n'amasabuni 48 mushamubona ko isabuni ari amafaranga 150. Certains commerçants de la mairie de Bujumbura ne respectaient pas le prix du savon bleu fixé par le gouvernement. Le gouvernement a fixé le prix de 150 francs pour que la population puisse en bénéficier facilement afin de se protéger contre le coronavirus. Les détails avec Emmanuel Ndaishimi. Dans différentes localités de la mairie de Bujumbura, il est rare de trouver le savon dit Bururu en vente à 150 francs bout, prix fixé par le gouvernement. À titre illustratif, dans les zones Bwiza et Rohero, les habitants indiquent qu'ils l'achètent à 200 francs bout par pièce. Ici à Bwiza ainsi qu'au centre-ville, le savon s'achète à 200 francs bout. Les commerçants ambulants vendent aussi ce savon à 200 francs bout. Cela explique que le gouvernement ne fait pas le suivi de son projet. Même chose au site de la mairie de Bujumbura, précisément dans la zone Musaga. Le savon bleu s'achète 200 francs bout également. Si tu vas acheter ce savon, on te dit que le prix est de 200 francs. C'est pour cette raison que nous demandons au gouvernement de dire à la société qui fabrique ce savon ainsi qu'aux commerçants de respecter le prix officiel. Sinon, jusque-là, rien n'a changé. Les commerçants de savon contactés par la RPA indiquent qu'ils vendent un carton qui contient 48 savons au prix de 7000 francs bout. Il indique que s'ils vendent ce savon bleu à 150 francs, ils obtiennent 7200 francs bout, c'est-à-dire qu'ils en tirent un bénéfice de 200 francs seulement. Ce savon bleu dit Bururu résulte d'un programme du gouvernement burundais appuyé par l'UNICEF et le savon est fabriqué par la société Savonor. Parlant toujours de ce savon, les savons bleus subventionnés par le gouvernement pour aider dans la lutte contre la Covid-19 ne sont pas encore disponibles dans différentes localités du pays. À Makamba et à Gitega, les commerçants qui en possèdent les vendent à un prix supérieur à celui fixé par le gouvernement. Inès Gakiza nous fait le point. Le prix du savon dit Bururu a été annoncé en date du 10 juillet, jour du lancement officiel de ce savon initié dans la campagne de lutte contre la Covid-19. Partant, les 150 francs bout par pièce fixés par le gouvernement ne sont pas respectés en commune Kayogoro de la province Makamba. Nous achetons ce savon à 200 francs bout. Et si tu donnes 500 francs pour 3 savons, ils n'acceptent pas. Non seulement le savon Bururu est vendu à un prix spéculatif, mais aussi il est rare dans cette commune. Si tu parviens à l'avoir, il est vendu à 200 francs bout. Nous avons fait le tour de 4 boutiques. Il n'y en avait pas. Ici à Kayogoro, les savons Bururu ne sont vendus que dans 2 boutiques. Et si tu n'as pas les 200 francs, ils ne te servent pas. On a commencé à acheter ces savons il y a 2 semaines. Mais ils ne sont plus en grande quantité ici. On ignore la raison. On achète les savons qu'on utilisait avant. Ce sont de grands savons vendus à 500 francs bout. La situation est similaire en province Gitega. Les quelques commerçants qui ont ce savon Bururu les vendent à 200 francs bout également. Certains commerçants expliquent qu'ils paient plutôt les 150 francs fixés par le gouvernement à l'approvisionnement. D'autres disent qu'ils ajoutent 50 francs comme frais de transport pour aller s'approvisionner. Pour les communes de la province Gitega, dotées d'une bonne voirie, des véhicules y déposent ces savons. Et dans ces localités, les commerçants acceptent de donner 3 savons pour 500 francs burundais. Que ce soit à Makamba, que ce soit à Gitega, la population interpelle l'administration afin qu'elle fasse respecter le prix officiel du savon dit Bururu et que ceux qui n'obtempèrent pas soient punis. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Page droit de l'homme à présent, un garde forestier dans la réserve de la Kibira du côté de la zone Guegura en province Kayanza maltraite ses employés qui sont des membres du parti CNL. Les informations qui proviennent de cette localité indiquent que 3 employés ont déjà été refoulés du travail et parlent des intimidations sur d'autres membres du CNL qui vaquent à leur poste d'attache. Le point avec Éloge Divin Remesh.
Nyong'oulou Patrice est le nom de ce garde forestier qui est accusé de maltraiter les militants du parti CNL qu'il dirige dans les activités de la réserve naturelle de la Kibira au niveau de la zone Guegura en commune Muruta, province de Kayanza. Ces activités consistent à aménager des pépinières dans la Kibira ainsi qu'à couper les herbes utilisées dans le tissage des nattes. Selon des membres du parti CNL qui n'ont pas encore été licenciés, depuis la fin des récentes élections, Patrice Nyong'oulou a commencé à dire qu'il n'allait plus faire travailler un membre du parti CNL. Selon lui, si le parti CNL avait remporté les élections, il ne serait plus garde forestier. Des propos que Patrice Nyong'oulou n'a pas tardé à mettre en application selon les mêmes sources. Depuis le début du mois de juillet, 3 membres du parti CNL ont été déjà refoulés pour la simple raison qu'ils sont membres de ce parti. Un ouvrier membre du CNL toujours en activité témoigne. Tout a commencé en date du 2 juillet. Notre chef Patrice Nyong'oulou est venu et a trié parmi tous les employés une femme du Nodo Capitoline et l'a refoulée. Lundi le 6 juillet, il est venu et a refoulé ce jour-là 2 autres femmes, Consolate et Dorothée. Il leur a dit qu'il ne veut même plus les voir dans l'association qu'il dirige. Une association de femmes qui tissent des nattes à base d'herbes de la Kibira. Patrice Nyong'oulou n'a pas seulement mis à la porte ses 3 ouvrières, comme l'indique toujours notre source. Il a également menacé d'autres ouvriers membres du parti CNL. Il a dit que celle qu'il rencontrera dans la réserve de la Kibira, il va la couper en morceaux comme on coupe les herbes. Il a ajouté qu'il va faire des investigations pour connaître les membres du parti CNL afin de les foutre tous à la porte. Ces ouvriers demandent que ce garde forestier, qui est leur chef, cesse de les maltraiter pour le simple motif qu'ils sont du parti CNL. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Patrice Nyong'oulou, accusé par ses ouvriers membres du CNL de les maltraiter. Justine Komezadou-Sabe, administrateur de Muruta, n'a pas répondu à notre appel. Merci à Eloge Divin Remesha. Détention depuis 8 mois et 28 jours des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu à la prison de Bubanza. Le tribunal de grande instance de Bubanza et la cour d'appel de Nahangwa les ont condamnés à un emprisonnement de 2 ans et demi ainsi qu'au paiement d'une amende d'1 million chacun. Christine Kamikazi, Agnès Ndiruvusa, Terence Modzenzi et Ejide Harerimana ont été arrêtés dans la commune Musigati de la province Bubanza alors qu'ils s'y rendaient pour enquêter sur les combats qui opposaient ce jour-là les forces régulières et les rebelles. Ces journalistes ont été condamnés pour tentative impossible de complicité à l'atteinte de la sécurité intérieure de l'État. Les associations des défenseurs des droits humains nationales et internationales ne cessent de plaider pour la libération de ces journalistes qui, selon elles, ne sont victimes que de leur métier. Le gouvernement du Burundi devrait permettre aux citoyens le droit de soumettre des plaintes contre lui en cas de préjudice par ce gouvernement. Déclaration de Maître Lambert Nigarura qui explique que les défenseurs des droits de l'homme devraient bien connaître le contenu de la Déclaration des droits de l'homme afin de pouvoir exiger sa mise en application par l'État. Il s'agit du 17e message de la campagne sur la légitimité des défenseurs des droits humains animée par la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH. Suivez plutôt Maître Lambert Nigarura, président de la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale. Le défenseur devrait d'abord connaître la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme et en faire son outil de travail quotidien. Il devra ensuite se rendre digne de son nom en s'imprégnant des qualités et des valeurs que son métier exige. L'action pacifique étant la stratégie maîtresse d'un défenseur des droits humains. Il doit établir et préserver l'impartialité et la transparence, instituer des pratiques professionnelles de communication sur les violations des droits de l'homme et ne communiquer que des informations exactes, ce qui permet de renforcer sa crédibilité. La présente campagne s'inscrit d'ailleurs dans cette logique de dissémination de la déclaration auprès des défenseurs, mais aussi de tous les citoyens burundais. Consécutivement à l'adoption de la déclaration en 1998, les Nations Unies et l'Union africaine ont mis en place des mécanismes de suivi de sa mise en œuvre par tous les États membres. Les défenseurs sont encouragés à connaître des mécanismes et l'adresse, les modes de fonctionnement, en ce qui est notamment la saisine ou soumission d'allégations de violation de la déclaration. Il s'agit entre autres du rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, du rapporteur spécial de l'Union africaine sur les défenseurs des droits humains, de la Cour de justice de l'Afrique de l'Est. Néanmoins,
Ce qui est de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, nous demandons à l'État du Burundi de faire une déclaration en vertu de l'article 34 du protocole de la Cour pour ne pas continuer à usurper aux citoyens burundais les droits de soumettre des plaintes. Cette disposition, l'article 34, autorise les citoyens burundais à saisir cette Cour contre le gouvernement du Burundi. Au niveau local, l'organe inspiré par la Déclaration des Nations Unies et la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, qui nous encourage d'ailleurs à défendre son indépendance vis-à-vis de l'État pour se conformer à son statut. Il y a aussi la Coalition burundaise des défenseurs des droits humains, créée effectivement dans le but de renforcer la solidarité entre les défenseurs, fait le suivi de la mise en application de la déclaration par notre gouvernement, mais aussi fait le monitoring de la situation des défenseurs et plaider pour l'ouverture de l'espace civique en vue de l'amélioration de l'environnement de travail des défenseurs des droits humains au Burundi. Nous sommes ouverts à toute communication venant de tous citoyens burundais en général et des défenseurs en particulier. C'était Maître Lambert Nigarura, président de la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale, CPI en sigle. Les habitants des alentours du marché de la commune Ntega s'insurgent contre l'administrateur et les administratifs associés pour avoir construit un cybercafé au-dessus des fosses septiques des latrines du marché. Depuis la construction de ce cybercafé, l'administrateur a pris la décision de fermer les latrines du marché. Ainsi, ceux qui fréquentent ce marché se soulagent dans la brousse et dans les latrines des ménages et des alentours du marché. Rachel Kagissier pour plus de précisions. Il y a plus de 2 mois, l'administrateur de la commune Ntega s'est associé à 4 autres administratifs de la place pour ériger un cybercafé au-dessus des fosses septiques des latrines du marché de Ntega. Craignant que les fosses septiques ne débordent et ainsi mettent mal à l'aise les clients de leur cybercafé, l'administrateur de la commune Ntega a pris la décision de fermer les latrines du marché. Un habitant de Ntega raconte: Ce sont des latrines en bon état. Il n'a pas fermé ces latrines parce qu'elles débordent, mais plutôt parce qu'ils ont construit ce kiosque de cybercafé au-dessus des fosses septiques des latrines, craignant ainsi ce qui adviendrait une fois les fosses septiques débordées. Depuis, les personnes qui fréquentent ce marché sont obligées de se soulager dans la brousse ou dans les latrines des ménages tout autour du marché. Certaines personnes forcent même les cadenas des latrines lorsque les propriétaires des ménages sont absents ou se soulagent n'importe où. Les propriétaires de ces ménages crient à l'insalubrité. Nous, les habitants des alentours du marché, les cadenas de nos toilettes sont forcés en notre absence. Nous craignons que s'installe l'insalubrité, provoquant ainsi des maladies de mains sales. Pour le moment, les propriétaires des ménages autour du marché de Ntega et ceux qui fréquentent ce marché demandent à l'administrateur d'ouvrir les latrines de ce marché. À ce propos, la rédaction a tenté de joindre Philippe Ngabonziza, administrateur de la commune Ntega, mais il n'a pas décroché son téléphone. Merci Rachel. Kagissier grogne des habitants du chef-lieu de la province Makamba contre les commerçants de boissons et qui vendent de l'Amstel 65 centilitres à un prix supérieur par rapport à celui officiel. En cette période de fête estivale, les consommateurs de cette boisson disent qu'ils enregistrent d'énormes dépenses. Le point avec Emmanuel Nyungeku. Le prix officiel pour l'Amstel 65 centilitres est de 1800 francs chez les détaillants. Selon les habitants du chef-lieu de la province Makamba, très peu de bistrots respectent ce prix car nombre de ces bistrots vendent à 2000 francs la bouteille. Nous, les consommateurs de boissons Brarodi et surtout de l'Amstel 65 centilitres dans la ville de Makamba, sommes préoccupés par l'augmentation du prix de ce produit. Certains commerçants se sont arrogés le droit de majorer son prix. Dans de rares bistrots, on peut trouver l'Amstel au prix normal de 1800 francs, tandis que d'autres le vendent à 2000 francs. Nous sommes au courant qu'il s'agit d'une mesure prise par des commerçants spéculateurs et elle dure 2 semaines.
Les conséquences dues à cette majoration du prix de la grande Amstel ne manquent pas, surtout pendant cette période de fête. Beaucoup de fêtes sont organisées pendant l'été et exigent d'énormes consommations en boissons. Vous comprenez vous-même les pertes enregistrées avec une majoration de 200 francs sur bouteille. Et c'est le citoyen lambda qui en est victime. Les consommateurs de l'Amstel 65 centilitres en province Makamba demandent ainsi aux autorités administratives de veiller au respect des prix. À ce propos, nous avons essayé de joindre Jafet Nhungwanayo, administrateur de la commune Makamba, mais son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. C'était un reportage signé Emmanuel Niungeko. Un réfugié burundais du camp d'Onduta en République unie de Tanzanie a été kidnappé par des personnes inconnues la nuit de jeudi à vendredi. Sa famille a cherché dans tous les cachots du camp, mais sans succès. Vicky Chris Ninhelit. Justin Dikumasabo est le nom de la personne qui a été enlevée au camp d'Onduta dans la soirée de jeudi à vendredi. Selon ce réfugié, les ravisseurs ont trouvé Justin dans le camp à l'école Rukundo où il était veilleur. C'était vers 1h du matin. Ils l'ont kidnappé dans la nuit de jeudi à vendredi. Des inconnus qui portaient de longs manteaux sont venus à son lieu de travail. Ils l'ont appelé par son nom et Justin est sorti en croyant que ce sont ses amis. On ne l'a plus revu. La famille et les amis de la victime n'ont pas encore trouvé Justin. Ils se sont rendus le chercher au cachot de la police se trouvant dans le camp. Ils sont allés demander aux agents qui assurent la sécurité, nommés des Sungusungu, mais toujours sans succès. Ces réfugiés du camp d'Onduta demandent au HCR de tout faire pour les protéger, tenant compte des enlèvements qui s'observent dans ce camp. S'il est impossible d'être protégés en Tanzanie, ces réfugiés demandent d'être délocalisés vers d'autres pays où ils peuvent être en sécurité. Dans moins d'un mois, plus de 10 réfugiés burundais ont été enlevés dans le camp d'Onduta. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui parle de la vie que mènent actuellement les filles mères réfugiées dans le camp de Mahama. Le mini-magazine est présenté par Thierry Vigilindavi. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Les conditions de vie dans un cas de réfugié ne sont pas du tout bonnes en général, mais elles sont particulièrement mauvaises pour les enfants non accompagnés. Dans le camp de réfugiés de Mahama, dans le district de Kirehe, à l'est du Rwanda, il y a de jeunes filles non accompagnées qui y ont trouvé refuge. De jeunes filles qui, par la suite, sont tombées enceintes. C'est sur cette situation actuelle de ces jeunes filles que nous allons nous focaliser dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce 18 juillet 2020. Thierry Bigirindavi est à la présentation. Soyez les bienvenus. Certaines filles réfugiées dans le camp de Mahama ont eu des grossesses non désirées, ce qui les a forcées à interrompre leurs études au début. Niyosaba Aline a été contrainte d'interrompre l'école alors qu'elle était à 9e année. Je suis tombée enceinte, j'étais seule, je n'étais pas avec mes parents. Une certaine Jackie nous a ensuite dit que Juliette allait nous assister. Nous l'avons rencontrée, elle nous a donné plusieurs habits et de l'argent pour démarrer des activités génératrices de revenus. Elle nous a donné 450 000. Nous composons un groupe de 10 personnes. Avec un petit capital, ces filles mères avaient pu monter une activité génératrice de revenus et continuer leurs études. N'était la pandémie de coronavirus qui les a mis au défi. Nous avons fait le commerce de la bière, de sorgho, des beignets également. Mais avec la rentrée scolaire, nous étions obligés de travailler seulement les samedis et les dimanches. Nous sommes tombés en faillite parce que nous étions obligés d'acheter du lait pour les bébés alors que nous ne vendions rien. Nous étions également obligés d'acheter du charbon à nos nounous pour qu'elles acceptent de garder nos bébés. Comme elles nous disaient qu'elles avaient besoin d'aller chercher du bois de chauffage. Nous ne pouvions pas continuer de travailler à cause du confinement lié à la Covid-19. Mais moi, j'étais déjà finaliste à l'école secondaire. Pour que ces jeunes filles puissent reprendre leurs études, elles avaient besoin d'une nounou.
Dans ce cas de réfugiés de Mahama, certaines femmes ont accepté de prendre soin de bébés pour permettre à ces filles et mères d'aller à l'école. Une grossesse non désirée pour une jeune fille qui est encore sur le banc de l'école l'empêche de continuer ses études. Il lui arrive souvent de désespérer. Si par chance elle retourne à l'école, elle est psychologiquement renforcée selon le psychologue Nadine Nyongabo. Souvent c'est la panique, la peur, l'angoisse et aussi la haine qui envahit la jeune fille. Ces réactions sont suivies de désespoir, de l'abandon scolaire, de la résignation, etc. La première chose qu'elle se demande, c'est comment elle sera considérée dans la société. Comment sera sa vie après avoir abandonné l'école. En voyant ses camarades de classe réussir leur vie, provoque chez elle la haine, le mépris de soi et, comme je l'ai dit, de la résignation. Souvent, on observe comme conséquence les injures des parents. Les jeunes filles sont chassées de chez elles et errent ici et là sans espoir du lendemain. Lorsqu'elles retournent à l'école, c'est une lueur d'espoir pour la fille et la famille elle-même qui avait placé tout espoir en elle qu'elle sera une grande personne. Nadine Nyongabo était au micro de Mileni Wasumba de la radio RPA. Les filles mères de Mahama qui avaient abandonné l'école ont retrouvé le goût de la vie après l'assistant de l'association des femmes Ibirezi Burundi qui les a aidées à intégrer l'école. Et c'est par ici que prend fin le mini-magazine au cœur de la société. Thierry Bigirindavzi était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à Thierry Bigirindavzi pour ce mini-magazine au cœur de la société. C'est par ici, à mes chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce samedi 18 juillet 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à Fabrice Ndimurukundo et à MSTV Niungeko pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Jean-Vier Nahazoué. Excellent week-end chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.